Bonjour Nina. Bonjour Esther. Bienvenue chez Mademoiselle. Tu es à l'origine du projet Le Vert Politique. Qu'est-ce que c'est ? Alors le Vert Politique, c'est un tour de France où je pars en fait à la rencontre des 18-30 ans. J'ai sélectionné donc 23 villes où je pose mes bagages. Donc dans chaque ville, en fait, je reste une semaine et je rencontre donc des 18-30 ans autour d'un apéro-débat. Donc c'est généralement, on est à 4-5 et on discute tous ensemble des espérances et des opinions aujourd'hui qu'ont les 18-30 ans sur l'avenir, mais aussi sur la société d'aujourd'hui, sur la politique. Et en fait, parallèlement, je fais aussi les rencontres de rue parce qu'il y a plein de 18-30 ans en fait, qui n'aiment pas la caméra. Et du coup, je vais dans la rue où j'organise déjà des rencontres un peu au préalable, où j'enregistre au micro et je prends une photo et en fait, je pose la voix sur la photo et je mets des petits textes pour résumer pour ceux qui ne veulent pas entendre. Mais il faut quand même écouter, c'est quand même mieux. Et voilà, donc en fait, c'est ça le Vert Politique, c'est vraiment boire des coups et parler politique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où est-ce que tu as eu cette idée, d'où ça vient ? L'idée, elle est tout simplement apparue en fait autour d'un apéritif. Donc c'est assez, en fait, c'est pour ça que je pense que j'ai continué dans cette optique-là, c'est que justement, je partageais, on va dire, un verre de vin avec des amis journalistes cet été. On parlait de l'élection présidentielle, de notre futur, du journalisme, parce que on allait finir en fait nos études et on savait pas trop ce qu'on allait faire tous. Et moi, en fait, cette présidentielle, vraiment, là, on le voit, quoi, avec au fur et à mesure de l'actualité qui tombe. Enfin, c'est historique ce qui se passe. On va peut-être avoir la gauche qui se regroupe, on va peut-être ne pas avoir de candidat à droite. Enfin, c'est vraiment, on a un Macron qui sort de nulle part, enfin, qui sort pas de nulle part, mais bon, voilà, qui se positionne ni à droite ni à gauche. Enfin, c'est quelque chose d'historique et j'avais vraiment pas envie de la louper. Et j'avais surtout pas envie de la manquer, dans le sens où, en fait, j'en ai marre que ce soit toujours un peu les mêmes qui parlent de la présidentielle, qui parlent de ces vieux appareils en disant qu'il faut un nouveau souffle. En fait, c'est nous le nouveau souffle. Alors du coup, je me suis dit, les 18-30 ans, j'en fais partie. Moi, j'ai mon avis, mais je sais pas ce que pensent les autres. Et le moment où on en parle le plus, finalement, c'est quand on partage un verre, ou un jus de fruits, ou un goûter, ou voilà, quand on se réunit autour d'un café, enfin... Des moments très conviviaux, comme on dit dans le Vaucluse et dans la presse locale. Mais c'est vrai, et c'est ce moment-là en fait où on se lâche un peu plus et on se dit faudrait peut-être faire ci, ou faudrait revoir comme ça. On critique, mais c'est aussi plus dans la proposition des fois. Du coup, c'est ça qui m'a donné envie d'organiser des apéros au débat, même si c'est pas vraiment du débat comme on peut le voir à la télé, en mode clash, tout ça. Non, c'est pas le but, quoi. Là, on est là pour faire du constructif, quoi. Ok, donc tu rencontres les jeunes. En fait, comment tu les rencontres ? Comment tu leur proposes cette expérience ? Alors c'est comme pour un journaliste local en fait. C'est vraiment, tu fais avec les réseaux sociaux, les associations locales, les acteurs locaux, les journalistes aussi, beaucoup les étudiants en journalisme qui m'aident énormément. En fait, c'est comme dans la vie, comme quand tu cherches à t'héberger dans une ville, que tu as un réseau d'amis qui t'emmène vers un autre réseau d'amis, qui t'emmène vers un autre réseau d'amis. Et du coup, tout se fait comme ça. Et vu que j'essaie d'avoir des sensibilités différentes et des profils différents, à chaque fois, je dis ouais, voilà, si tu peux me trouver, je sais pas moi, des gens qui sont plus de sensibilité à droite, ou plus des gens extrême droite, ou plus des gens à gauche. Voilà, donc c'est très simple en fait. Donc tu orientes un peu en fait les populations que tu vises, par exemple selon les destinations ? Non, pas vraiment. C'est juste que j'essaie de respecter un pluralisme parce que j'ai un algorithme Facebook qui est quand même plus à gauche qu'à droite. Mais par souci de pluralisme, parce que je suis journaliste, il faut que je cherche des gens à droite. Dans le constructif, ça ne veut plus rien dire en fait, la gauche ou la droite, puisque tant que moi on me propose des idées, ça efface toute notion de gauche et droite, et on est là pour réfléchir ensemble, qu'on soit plus pour Fillon ou plus pour Benoît Hamon par exemple. Ça enlève rien, mais on peut s'entendre et se parler et être d'accord sur certaines idées. Tu es à la moitié de ton tour. Qu'est-ce que tu as entendu pour le moment comme idée majoritaire ou comme sentiment majoritaire parmi les jeunes que tu as rencontrés ? Alors on me pose souvent cette question et en fait c'est très dur de répondre parce que je pense que la jeunesse déjà jeunesse ça veut pas dire grand chose parce que si je disais la jeunesse est divisée, je dirais la vieillesse aussi, puisque si on l'appelle les jeunes, on appelle les vieux, on est d'accord. Donc je pense que dans sa pluralité, les 18-30 ans en tout cas que j'ai rencontrés sont très... Peut-être un sentiment qui pourrait les réunir, ce serait le fait qu'ils soient un peu perdus. Voilà, que là, on est dans un nouveau monde qui émerge, on comprend de plein fouet, je pense, surtout notre génération, justement.
Et on se pose plein de questions. Qu'est-ce qui vaut le coup, vers quoi on devrait tendre, et c'est le but du coup avec ces idées-là. Mais ce qui les réunit par contre vraiment, c'est le fait que la démocratie représentative aujourd'hui, alors là qu'on soit extrême droite, extrême gauche, droite, gauche, centre, machin, on n'y croit plus du tout, quoi. Là, les jeunes, enfin ceux que j'ai rencontrés, parce que je parle pas au nom de tous les jeunes, parce que peut-être qu'il y en a encore qui croient en ce système, mais les 18-30 en tout cas que j'ai rencontrés, c'est vraiment... non mais ils sortent tous de l'ENA, ils ont jamais travaillé, ils s'en mettent plein les poches, puis le président il a beaucoup trop de pouvoir, les députés beaucoup trop de salaire, enfin le salaire trop élevé pardon. C'est une défiance totale envers le politique, mais là on parle plus du national que du local. Le local c'est encore différent. D'accord. Et du coup, est-ce que tu rencontres beaucoup de personnes qui se positionnent en tant qu'abstentionnistes ou ce genre de choses? Alors j'ai fait des petites statistiques, puisque j'ai rencontré, alors quand j'étais à Notre-Dame-des-Landes, j'en étais à 70 personnes en tout, et dans ces 70 personnes, on voit qu'il y a déjà 10 abstentions sûres, et donc dont 2 ou 3 qui sont parce qu'on n'en a rien à cirer, et d'autres qui sont abstentionnistes par conviction. Et on a 10 votes blancs par conviction. Donc ça fait déjà 20 personnes en moins, donc on se rend compte que c'est quand même conséquent, quoi. C'est 20 sur 70, quoi. Ouais, en effet. Et donc, t'es passé à Notre-Dame-des-Landes. Là, cette semaine, tu es à Saint-Denis. T'es passé à Cestas, à Bordeaux, je crois, à Béziers. Comment t'as choisi les villes? Alors les villes, le choix c'était assez drastique parce qu'il a fallu que je sélectionne et 23 villes sur... Oui, parce qu'avant j'étais partie pour 24, mais je me suis mise une semaine de vacances en plus parce que c'est trop fatigant et vu que je suis toute seule, il a fallu que je m'enlève une ville, quoi. Et donc ça a été très drastique. Donc à chaque fois, j'ai choisi un peu avec une particularité ou une actualité. Par exemple, on a Béziers, donc où Robert Ménard, le maire, fait un peu l'actualité tout le temps. On a Montpellier avec le premier maillage gay en 2014, on a Notre-Dame-des-Landes avec la ZAD. Cestas, c'est par exemple parce qu'il y a une des plus grosses centrales de panneaux photovoltaïques d'Europe. La Creuse, c'est parce que, du coup, la souterraine, c'est parce que la population qui habite en Creuse, déjà on l'entend pas, mais encore moins les 18-30 ans qui habitent là-bas, qui sont souvent des éleveurs et des agriculteurs. Donc c'était vraiment il me fallait des villes avec des particularités très différentes. Par exemple, Strasbourg aussi pour l'aspect européen, en fait, pour avoir des profils très différents et pas tomber dans le cliché de retomber sur les mêmes profils. Soit j'habite en ville et j'ai un peu de sous, donc je peux réfléchir, machin nanan, ou j'habite en banlieue et du coup, je suis paupérisée et du coup, je peux réfléchir, mais du coup, qu'à certains points, par exemple. Enfin, c'était vraiment histoire de varier les discussions aussi, quoi, vraiment. Ok, c'est hyper intéressant. T'as dit tout à l'heure que la jeunesse était un peu perdue. Toi, tu te positionnes comment par rapport à ça? Ah bah, si je suis partie, c'est exactement pour ça, hein. C'est vraiment... je pense, c'est ce que je dis souvent. En fait, moi je pense que... Mais ça touche pas que les 18-30 ans. C'est très facile de savoir ce qu'on veut pas. Par contre, c'est très compliqué de savoir ce qu'on veut vraiment, quoi. Et de mettre des mots dessus. Et il n'y a pas tout le monde, déjà, qui a la capacité de le faire. Parce qu'on n'en donne pas les moyens à certaines personnes, et surtout aussi parce qu'il y a des gens, ils comptent leurs sous à la fin du mois, et ils n'ont pas le temps de se poser d'autres questions que de qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus pour nourrir mes enfants. Du coup, je me suis vraiment lancée dans ce périple pour aussi prendre le pouls, quoi, de ma génération, et moi aussi me faire une idée un peu de tout ce qui pouvait se dire ici et là. Et je pense qu'en fait aujourd'hui on est vraiment à une ère où il va falloir choisir entre le progressisme ou le conservatisme. On le voit avec soit le repli sur soi, soit on tente autre chose, quoi. Parce que le système aujourd'hui, bien que nos élites, j'aime pas trop ce terme, mais ceux qui prônent le système qui est déjà en place et qui font tout pour le sauvegarder, est en train de s'effondrer. Donc il faut trouver autre chose. Soit on s'engouffre dans la brèche qui est déjà en train de nous enterrer, soit on se replie et on se dit c'était mieux avant, donc on recommence comme avant, soit on essaye autre chose. Mais c'est l'inconnu, l'autre chose. Et du coup, voilà. Et donc toi, c'est après des expériences qui t'avaient pas plu que t'as décidé de te lancer dans l'inconnu? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. En fait, peut-être que je vais m'attirer un peu les foudres du journalisme en disant ça, mais
je pense que les médias, ils sont déjà en train de se poser des questions, mais il va falloir vraiment refonder profondément le journalisme. On est les plus détestés avec les politiques, il faut se poser les bonnes questions. Enfin, moi, si je suis partie, je trouve que quand on dit que le politique est déconnecté du citoyen, mais c'est exactement pareil pour le journaliste. Moi, j'ai fait des stages, j'ai fait des expériences. En local, justement, je trouve que le journalisme désinvestit le local, alors que c'est là où on devrait remettre toutes nos forces, parce que, il y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de gens qui enquêtent dans les terres abandonnées par les médias. C'est dramatique pour moi. Et en plus, tous les journaux locaux sont détenus par des grands patrons ou des banquiers. Donc, c'est pas possible. Et on est en sous-effectif total, et on a des conditions de travail qui sont lamentables. Et voilà, des jeunes comme moi, on bosse H24 et on est payé un salaire de misère. Donc, il faut penser que la profession, c'est pas que les gens à la télé, c'est aussi des gens très précaires qui sont derrière et qui subissent du coup ce monde de communication là qui nous englobe et qui nous incite à toujours aller plus vite, toujours faire de l'actualité chaude, tout ça. Moi, je suis pas pour ça. Moi, je suis juste pour dire, je suis un canal en fait. Je suis pas là pour apporter une vérité. Je trouve qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le journaliste aujourd'hui, il apporte sa vérité, comme s'il la détenait. Moi, ça me gêne beaucoup. Je pense pas qu'on ait la vérité. Voilà. D'où l'idée de redonner la parole à tout le monde. Un peu, ouais. Et est-ce que les opinions que tu rencontres sont marquées très différemment d'une ville à l'autre ? Par exemple, je ne sais pas si c'est la même chose, tu parlais de Béziers, dont le maire est FN. Dans ton parcours, il y a aussi Grenoble, dont c'est la première métropole dirigée par un écologiste. Est-ce que les gens pensent différemment ? Non, si ça change en fonction plus des régions. Dans les Alpes-Maritimes, c'est quand même plus extrême droite et vote blanc. En Gironde, c'est plus écolo, par exemple. Après, je pense que ça dépend vraiment des gens que je rencontre. Et ça, n'importe où je vais, c'est... Je sais pas. Oui, la Bretagne, c'est peut-être plus au niveau des alternatives, c'est plus à gauche, on le sait, il y a Notre-Dame-des-Landes, Rennes, c'est quand même plus historiquement à gauche, donc forcément, je tombe plus sur des gauchos, comme on dit. Mais après, je pense que dans n'importe quelle ville, je peux trouver des gauchos, dans n'importe quelle ville, je peux trouver des gens qui votent FN. Non, vraiment, je pense que ça dépend du profil que je vais voir, des gens que je réunis, en fait. Est-ce que parmi ces gens, il y a un souvenir ou une personnalité ou une rencontre avec plusieurs personnes qui t'a marqué davantage pour une raison qui serait propre à toi ou... Je sais que je suis par exemple, parce que oui, on peut reparler aussi du journalisme dans le fait qu'aujourd'hui on prône la neutralité, ce qui n'existe pas. Donc moi je suis subjective dans tout ce qui est mon engagement dans le journalisme. Par exemple, dans tous mes apéros-débats, je mets un point d'honneur sur la parité parce que j'estime que les femmes se mettent en retrait au niveau de la politique. Il ne faut pas. Les garçons, quand ils savent pas parler de politique, ils viennent quand même. Les femmes, non. Voilà, c'est un gros problème. On l'avait vu par exemple, c'était lors de Nuit debout, les communautés féministes avaient dit que les interventions, c'était par exemple 20 femmes sur 100 personnes. Bon, il faut changer ça, c'est pas normal, il faut entendre les femmes. Comment tu fais pour les mettre à l'aise et pour les persuader de venir et de parler ? Parce que c'est compliqué, on le voit à tous les niveaux de la société, même si c'est par exemple pour des investitures politiques, même au niveau local. Il y a un rapport qui est sorti juste aujourd'hui sur le fait que même avec les lois parité, les postes dirigeants en fait sont toujours tenus par les hommes à 90% en gros. Comment tu fais pour les mettre à l'aise et les inciter à venir ? C'est un travail d'homme en fait. Moi, je contacte donc spontanément en fait, les hommes viennent me voir en me disant ouais, moi ça m'intéresse machin, et je leur dis écoutez, moi je suis très attachée à la parité, donc j'aimerais bien que vous rameniez des copines à vous. Et en fait, par la confiance du copain ou de l'ami, elles viennent plus facilement, et en fait elles sont en confiance comme ça, et parce que elles savent que leur ami déjà ou le copain va pas les juger, et donc du coup elles se lâchent déjà un petit peu plus. Et avant tout débat, je dis on est là pour respecter la parole. Donc quand quelqu'un parle, on ne coupe pas la chic à une fille ou à un garçon. C'est dans les deux cas. Donc j'essaie vraiment on va dire, de maîtriser, même si j'aime pas trop le mot maîtriser, mais de contrôler ça. Parce que j'ai encore entendu ce matin sur France Culture une femme se faire couper la parole de nombreuses fois, ce qui a le don de m'horripiler. Du coup, vraiment c'est un gros point d'honneur que je me fais.
Et je leur dis, voilà, la politique, c'est aussi votre quotidien, quoi. C'est pas la politique politicienne, je veux pas entendre parler de M. Mélenchon, M. Macron, M. Fillon. D'ailleurs, ils finissent tous par on, hein, c'est marrant ça. Monsieur Hamon, bref. Je veux vraiment que vous me parliez de vous, quoi. Et en fait, là, déjà, ça rassure un peu plus. Et puis, s'il y a une autre femme aussi dans la pièce, ça aide. Et puis, finalement, en fait, les femmes qui participent sont assez étonnées du constat que je tire. Elles me disent, ah bon, c'est bizarre. En fait, on pensait pas que les femmes ne venaient pas naturellement. Voilà. Ben oui, c'est plutôt inconscient comme processus. Mais donc, du coup, je veux bien que tu reviennes sur ton souvenir ou une expérience qui t'a marqué. Alors en fait c'était à Pau où en fait j'ai rencontré un groupe qui était le premier à me parler d'écologie. Comme je suis très attachée à l'écologie, déjà ça m'a fait très plaisir qu'ils abordent enfin le sujet qui pour moi est quand même essentiel. Mais après je juge pas, hein, c'est vraiment l'éducation est tout aussi essentielle, le travail aussi, donc on avait abordé ces points-là, mais j'avais vraiment envie qu'on aborde le côté écologie et on l'a fait à Pau. Et en fait ce qui m'a beaucoup marqué c'est une discussion autour du fait que l'écologie ne devrait pas être politique. Et du fait de créer une haute autorité de l'écologie. Et moi, je suis complètement pour ça, parce que ça devrait en fait être une haute autorité où on investit, je sais pas moi, 1000 milliards, parce qu'ils aiment bien les gros chiffres, alors 1000 milliards d'euros pour la grande transformation, mais avec que ce soit indépendant de l'État. Pas avec le contrôle des lobbies nucléaires, des lobbies je sais pas quoi, que vraiment ce soit un institut qui décide et qui mette en place toutes les actions pour aller dans la transition écologique. Et là, vraiment, je me suis dit, bah ouais, c'est top. C'est vraiment top comme idée, donc je signe, quoi. Et là, ça m'a vraiment marqué. Voilà. Ok, donc c'est super parce qu'on voit que ça sert vraiment à faire émerger des idées. C'est ça le but final de ton projet, en fait, parce que tu vas voyager jusqu'au 6 mai, je crois. Donc c'est quoi l'objectif ? Le 6 mai, il se passe quoi ? Alors c'est le 7 qui est l'élection, enfin le second tour, c'est ça ? Le 7, on saura le président en fait. Moi, j'ai rien prévu. Franchement, déjà, je vais voir le résultat de l'élection, ça m'inquiète un petit peu. Non, là, ce que j'ai prévu, c'est justement parce que j'ai commencé à faire un tableau en fait de toutes les idées qu'on m'a un peu rapportées durant puisque j'en suis à ma 10e ville. Donc j'ai quand même amassé quelques idées plutôt pas mal que je peux un peu détailler parce qu'on a eu de longs échanges avec ceux qui m'ont proposé des choses. Et le but là, c'est de faire un livre où on réunit toutes ces idées. Donc je suis en fait en partenariat avec Ambition le Mag, qui est un magazine en fait qui parle des alternatives, on va dire des jeunes ou même des vieux qui se motivent et qui vont dans les alternatives et qui créent. Et en fait, c'est un magazine positif, tu vois, qui met en avant les choses positives. Et en fait, elles me suivent parce que c'est 2 journalistes. Elles me suivent depuis le début de mon aventure. Elles me relaient. Et ensemble, on a lancé un crowdfunding justement. C'est encore ouvert, faut y aller, faut nous aider. Et sur KissKissBankBank. Pour justement financer l'édition en fait, d'un bouquin qu'on remettrait aux candidats, où en fait, on le prend un peu à contre-pied. C'est-à-dire que oui, on le sait que vous avez un programme, mais en fait, les illustrantants, ils ont aussi des idées, et moi, j'ai envie de les faire réagir sur nos idées à nous, et pas sur leurs idées à eux, et puis même peut-être approfondir leurs idées. Enfin, voilà, qu'on soit en fait dans un échange entre citoyens et candidats, et pas dans le rapport journaliste qui donne la parole à l'élu, qui explique la vie au monde. Voilà, ce serait plus ça. Est-ce que ce livre, il est destiné uniquement aux candidats élus ? Parce que si tu attends la fin de ton projet, donc il y aura un candidat élu à la présidence. Ou est-ce que c'est plus large, aux autres candidats de la présidentielle, aux candidats aux législatives qui auront lieu en juin ? Non, c'est là en fait, il faudrait qu'on sorte mi-mars, donc okay. Mi-mars, et que on arrive à. Alors je sais pas comment on pourrait faire encore pour les interviewer, mais un truc un peu à la Jones. Je sais pas trop si ça existe encore ce mot, mais bon voilà. Par exemple, on pourrait imaginer une interview par Skype ou même par Snapchat ou par des choses un petit peu plus qui touchent plus les jeunes. On voit que déjà ils ont investi YouTube, les politiques, tu vois, donc on pourrait essayer de jouer sur ça. Et le but, c'est vraiment de les faire réagir maintenant, avant que l'élection se passe, et de faire réagir sur des propositions qui viennent du bas. Et le mettre vraiment plus en mode
c'est participatif. On est vraiment dans l'échange et pas, voilà, on vous assène des programmes qui sont lourds, qui sont longs, qui sont fatigants. Et franchement, qui lit les programmes en entier, quoi, aujourd'hui? Enfin, c'est des pâtés et des pâtés sur Internet. Il y a d'ailleurs une initiative citoyenne qui fait très bien, qui fait de boulot pour nous. C'est vox.org. Il faut absolument aller voir ça, quoi. On les a interviewés. Voilà. C'est excellent, quoi. Vox.org, ils font le boulot et c'est génial et ils comparent les programmes et je trouve que c'est une des meilleures choses qui s'est vue depuis très longtemps pour en tout cas évaluer les programmes des candidats, quoi. D'après ce que j'ai compris, tu es toute seule. Donc comment t'as pris ton courage à deux mains et tu t'es lancée? Je pense qu'on a toujours un peu peur. Je pense que la peur stimule, donc il faut absolument la garder. Justement, en fait, j'ai un ami qui m'a dit, il faut vraiment que tu essaies, que tu échoues, et quand tu échoues, tu ne t'arrêtes pas sur l'échec, mais comment tu vas rebondir. Donc, en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal comme idée quand même. Et du coup, je me suis dit, c'est une idée qui est sympa. Autour de moi, ça partait bien, ça passait bien. Les 18-30 ans avaient vraiment, ah ouais, c'est super comme idée, tu devrais y aller. Enfin, j'ai eu des gens qui m'ont un peu boosté derrière, qui m'ont dit, ouais, tu devrais faire vraiment un truc et tout. Donc déjà, ça encourage. Ce que je pourrais reprocher un peu, ce qui m'a un peu déçu, on va dire, dans ce tour, déçu c'est un bien grand mot, mais ce qui pourrait me rendre un petit peu défaitiste, c'est que souvent, en fait, on a des grands discours sur de grands... par exemple, on est écolo, on est féministe, ou je sais pas quoi, mais on le fait pas. Voilà, on dit, mais on fait pas. Alors du coup, moi, je me suis dit, je vais pas faire la même erreur, ouais, ça me fait peur, mais en même temps, je pense que si je le fais pas, je le regretterai toute ma vie. Et ce serait en désaccord avec mes convictions profondes qui sont en train de naître. Et je pense que là, j'ai mis tout mon engagement personnel dans ce projet. C'est-à-dire que je veux parler aux citoyens, je veux parler de sujets constructifs, je veux des débats humains, mettre des gens derrière les sondages. Et puis prendre des apéros, pourquoi pas. Avec tes 18-30 ans, c'est tout aussi sympa. Et partir toute seule, oui, c'est fatigant en fait. C'est vraiment très fatigant, mais j'ai plein d'amis qui sont derrière moi, qui me soutiennent moralement. Et ça, c'est très important. J'ai aussi ma famille. Je suis toute seule sur la route, mais je suis jamais toute seule parce que chaque fois, je suis chez quelqu'un. Je rencontre des gens tous les jours et je parle beaucoup. Donc ça va, mais je pense qu'à la fin, je serai très fatiguée, ouais. Mais très heureuse d'avoir fait ça. Moi, j'ai qu'un seul mot d'ordre, c'est essayer, quoi. Essayer, échouer. Je vais reprendre le même conseil qu'un de mes amis m'a confié. C'est essayer, échouer. Recommencer toujours parce qu'en fait, c'est vous-même qui choisissez votre destin, pas autrement et pas quelqu'un d'autre ou quoi. Il n'y a pas qu'une seule voie. Voilà. Moi, ce qu'on me dit à chaque fois, c'est mais attends, tu veux pas un CDI, tu veux pas machin. Non, en fait. Les voies qui sont déjà labourées pour nous en journalisme, elles sont bouchées. J'ai pas envie d'une situation précaire. Alors là je suis en situation précaire, mais au moins je fais un truc qui me plaît. Voilà. Du coup, je me construis ma voie. Voilà. Ok, on va finir sur ça. Merci beaucoup. Avec plaisir.